Bonjour Fabrice. Bonjour Émeric. Écoute, je suis ravi que tu m'accueilles dans ton bel appartement. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on se connaît. Oui, je crois que la première fois c'était à l'occasion de mon premier livre qui était sorti chez Boucher-Chastel en 2001. Ok. Quelque chose comme ça. Voilà, j'ai un Le titre. exemplaire dédicacé voilà, de Oui. 2003. Et je ne me souviens même plus à quelle occasion précise on s'était rencontrés. Je sais plus, le livre était sorti. Peut-être non. Après, il est ressorti en poche, mais c'était beaucoup plus tard, donc ça devait être. Non, je pense que Non, c'était à l'occasion de la sortie du livre, en fait. mais c'était pas Juliette Jost qu'on avait Ou alors, en non, contact en commun. c'était peut-être par l'intermédiaire de Diane Dupérier, qui était l'attachée de presse de Bûcher à ce moment-là. Non, peut-être pas par elle, je sais plus. Tu vois, je sais. Honnêtement, j'ai oublié par quelle. Oui, oui, c'est fou Par quelle vraiment. peut-être que ça s'était fait par elle, ou peut-être par Juliette Jost. Peut-être par Juliette Jost, en fait. Oui, mais pourquoi elle nous aurait Ouais, présenté ouais. Bah, parce que tu écris des romans, Oui, et oui, moi bon. aussi, donc. Oui, oui, c'est drôle. On s'est Je peut-être pense- croisé à un salon, mais j'ai pas Voilà, le je pense souvenir. que c'est peut-être effectivement par Juliette Jost, oui, En oui. tout cas, depuis Qui 20 était ans. chez Flammarion à Oui, c'est l'époque. ça. Moi, j'avais Et signé avec ben, elle. donc, tu avais publié ton premier En roman 2000. chez Flammarion. Voilà, c'est ça. Bon, ben c'est ça, donc c'est Ok. à ce moment-là. C'est à ce Bon, bah moment-là. merci. Donc, c'est par Juliette. Merci Donc, Juliette de nous Jost, avoir. voilà. Voilà. Exactement. Et alors, On j'aime l'a- beaucoup, beaucoup tes livres et j'aime beaucoup quand tu parles de peinture. Donc, tu as eu des amis peintres, tu as des amis peintres Oui, oui. et ton appartement est une galerie à lui seul. Alors, il y a en fait plusieurs choses. Alors, il y a des tableaux d'un peintre décédé aujourd'hui qui s'appelle Roland Sciarletti. Et il y a plusieurs tableaux. Alors, il y a une toile ici la grande toile rouge, comme ça. Alors, cette toile a toute une histoire. En fait, au départ, il y a non pas une toile, mais une maquette pour un décor de théâtre. Roland Sciarletti avait fait une maquette pour les Bonnes Ah oui. de Genet, qui était en fait une section de cône inclinée, comme ça. Donc les bonnes étaient arrivées sur une scène comme ça, qui était inclinée, un peu de guingois, et qui avait une forme circulaire qu'on retrouve ici. Et donc le tableau, en fait, a été fait à partir de ce travail sur le décor des bonnes de Genet, qui avait été représenté d'abord au conservatoire, et puis ensuite dans un autre théâtre, mais j'ai oublié lequel, mais il y a très longtemps, il y a plus de 40 ans, peut-être même plus. Puis il y en a une autre là, Ah, qui est d'ailleurs la couverture de ton livre. qui est la couverture Sur d'une petite plaquette que j'ai écrite sur lui à l'occasion d'une exposition qu'il avait fait euh, dans une galerie de la rue du Perche, qui s'appelait à l'époque la galerie Vivas, Alessandro Vivas. Et j'ai utilisé cette peinture effectivement comme couverture pour le livre. Et puis il y a deux autres toiles de lui. Ah, donc Voilà. c'est quasiment une exposition. Donc c'est quasiment une exposition. Alors j'aurais bien aimé d'ailleurs trouver un endroit pour exposer ses œuvres, mais bon, c'est compliqué. Et puis j'ai pas eu le temps de m'en occuper jusqu'ici. Mais donc là, c'est la plus ancienne, je pense, la verte et rose. Et l'autre en haut, c'est un marouflage en fait, c'est un papier craft qui est marouflé sur une toile. Voilà. Et puis sinon, j'ai travaillé avec un autre peintre qui s'appelle Gilles Guèze, Oui. avec qui j'ai fait des beaux livres illustrés. Et il fait des boîtes, hein, des Ah, dioramas, alors, des boîtes, tiens, des montre-nous dioramas. un peu cette boîte. Donc là, c'est une boîte qui s'appelle Le Rhin. Et qui, au départ, il y a une nouvelle que j'ai écrite il y a longtemps maintenant, qui s'appelle Le Rhin, et qui a donné lieu à un petit livre illustré par Gilles Guèze, chez un éditeur qui fait des beaux livres, des livres d'artistes illustrés, qui s'appelle Manière Noire, qui n'existe plus maintenant, c'est une maison qui n'existe plus. Et suite à ce travail sur le Rhin, pour illustrer ma nouvelle, il a fait cette boîte donc, qui représente deux personnages au bord du Rhin avec Ah, c'est drôle parce que j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait La petite marchande de boîtes. Oui. L'histoire d'une fille qui justement créait ce genre d'œuvre. en diorama comme J'ai- ça en trois, Bah oui, en trois j'avais- dimensions. Oui. J'ai toujours eu cette Oui. histoire en tête d'une fille qui crée des boîtes comme ça, œuvres d'art. Et tu l'avais publié où Non, c'est dans un recueil qui est pas sorti. D'accord. Les éditeurs n'aiment D'accord. pas les nouvelles. Toi, Non. d'ailleurs, tu as beaucoup publié de nouvelles, Oui, j'ai publié les nouvelles. Non, les éditeurs n'aiment pas les nouvelles pour des raisons soi-disant. mais je pense qu'ils se trompent. Je pense Soi-disant économiques, je sais pas. Oui, en fait, le premier livre que j'avais publié, mis à part ces beaux livres,
était illustré par Gilles Guez. C'est un recueil de nouvelles qui avait été publié au Portugal, en fait, en Ah oui. traduction portugaise Tiens. en 2000. Et par quel hasard? Parce que Martine Bertea, donc ma femme, connaissait très bien cet éditeur portugais, Jean-Carlos Alvim, qui travaillait à l'époque pour une maison qui s'appelait, je crois que la maison n'existe plus, qui s'appelait Livros do Brasil. Et il avait fait traduire une quarantaine de nouvelles et c'était sorti. Donc j'étais allé à Lisbonne, il y avait une émission de télévision pour la sortie du livre. Et ces nouvelles, en fait, certaines avaient été publiées dans des revues littéraires, dont une a été publiée d'ailleurs dans une revue littéraire dont tu t'es occupé qui s'appelait L'Arsenal. Ah oui. Et publiée après, mais sinon, j'avais pas trouvé d'éditeur en France, non. Ah, mais tiens, tu vois, je viens de retrouver le lien. Voilà. Ça devait être par cette revue. C'est peut-être par l'Arsenal. Alors. Je participais à une revue, on oui, cherchait des auteurs. Oui, absolument. Et peut-être. Ah, mais c'est ça. Voilà. C'est ça. Peut-être qu'en fait, c'est même quelqu'un d'autre de la revue qui te connaissait. Et après, tu vois, le temps aboutit tout. Oui, c'est ça. Mais j'avais publié une nouvelle, je pense qu'il s'appelait Trouver dans une poche. Oui. À l'Arsenal et qui a donné lieu à un recueil de nouvelles qui ensuite a été publié chez Buchet-Chastel et qui avait reçu le prix de la nouvelle de l'Académie française. Alors est-ce que tu considères ce prix comme le sommet symbolique de ta carrière ou non? Non, bah, j'étais très content d'avoir reçu le prix, mais bon. C'est le seul prix que j'ai eu, donc pour l'instant. Mais tu considères que c'était une gratification oui, heureuse? Bah oui, tout à fait. Non, c'était. Oui. Donc il y a une reprise de prix, donc on se retrouve sur la coupole avec tout le monde. C'était plutôt sympathique. Et... moi, ce qui me frappe dans ce que tu écris, c'est que c'est des choses très différentes. Des recueils de nouvelles assez courtes, des gros romans très ambitieux. Oui, les nouvelles sont très américains, enfin, qui se situent parfois dans le monde anglo-saxon. Oui, il y en a. Alors, il y a effectivement un roman qui a été publié chez Pierre-Guillaume Deroux. Oui. Qui s'appelle Reconquête, qui se passe effectivement dans un contexte américain, qui se passe à Los Angeles. Et puis un autre qui a été publié 2 ou 3 ans plus tard, qui s'appelle Vallée de Trèfle, et qui se passe aussi à Los Angeles. Et puis il y a une nouvelle qui s'appelle Vidéo, qui avait été publiée aux éditions du Rocher. Et ça fait une espèce de trilogie californienne, un peu, en fait, ces trois livres. Mais finalement, Reconquête est probablement le plus gros que j'ai écrit, enfin que j'ai publié en tout cas. Il y a d'autres choses en cours, mais non publiées. Mais c'était mais Reconquête, c'était le plus consistant, disons, le plus long, le plus complexe. Oui. Et alors cet amour du monde anglo-saxon, comment ça c'est venu en toi C'est venu, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, j'ai vécu 6 ans aux États-Unis, puis j'ai beaucoup la littérature anglo-saxonne, plus que la littérature française. Donc je lis beaucoup la littérature américaine, contemporaine ou pas d'ailleurs, mais donc il y a sûrement une influence. Pourtant tu as un art assez français, une forme de délicatesse stylistique. Oui, mais il y a de la délicatesse dans la littérature américaine, enfin elle est peut-être pas visible par les thèmes, parce que c'est souvent des thèmes, disons, très contemporains, assez crus, très forts, comme ça. Je pense notamment à Carver, comme ça, où il y a vraiment il y a il y a le thème du viol, il y a des thèmes comme ça. Mais en fait, il y a une grande élégance stylistique quand même. Oui. Parfois une virtuosité. Oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, dans tous ceux que tu as publiés, il y a un livre auquel tu es plus attaché que d'autres. Si tu devais en sauver un. Si je devais en sauver un, c'est difficile. Ou le plus intime. Oui, ils sont tous d'une certaine manière intimes. Peut-être Vallée de Trèfle, en fait. Peut-être c'est celui avec lequel je partirais sur désert, comme on dit. Je pensais que tu m'aurais dit En haut des marches, parce qu'il est adapté au théâtre. Alors, En haut des marches, ça fait des années que tu travailles. Oui, En haut des marches, alors c'est un roman beaucoup plus court, qui avait été publié aux éditions du Seuil, et là, depuis plusieurs années, depuis 3 ans, je crois maintenant, au moins 3 ans, on travaille en fait avec une troupe de théâtre, une adaptation théâtrale, donc c'est venu des acteurs, en fait, c'est venu d'un acteur en particulier qui s'appelle Diego Colin, qui se profile. Et rappelle-nous le thème.
Alors, qui le, est très, qui alors, pourrait le, plaire à notre époque. alors, le thème dans Haut des Marches, c'est en fait l'histoire d'un homme qui change de sexe ou de genre, comme on veut. Euh, Dans le roman, en fait, bon, maintenant j'ai dévoilé le poteau rose, si on peut dire, mais dans le roman, en fait, on croit lire disons, jusqu'à la moitié, disons, les confessions d'un homme qui revient sur ses 15 ans et qui raconte voilà, une histoire d'amour, disons. Il tombe amoureux, une aventure, semble-t-il, une aventure amoureuse avec une jeune femme plus âgée que lui, qui est une amie de sa sœur, qui est décédée, qu'il n'a jamais connue. Et en fait, à mi-chemin, on se rend compte que c'est une femme qui parle, et qui en fait se rappelle de ses 15 ans, et donc de tout ce malaise qu'il avait quand il était Antoine, de se sentir un garçon, une fille piégée dans un corps de garçon. Et donc ça raconte en fait cette histoire. Et donc sur scène, il y a les deux acteurs. Il y a Alice qui joue le rôle masculin et Diego qui joue le rôle féminin. Oui. Voilà. Donc on joue là-dessus. Tout à l'heure, on se moquait un peu de notre époque, mais finalement, là, c'est un texte qui pourrait se sentir très bien dans notre époque. Oui, oui, oui. Alors en même temps, c'est pas du tout un texte, comment dire. C'est pas militant. C'est pas un texte militant, c'est pas un texte revendicateur. C'est un texte vraiment intimiste. En fait, c'est un monologue qui est, je dirais, distribué sur deux personnes. Parfois, c'est Antoine qui parle, parfois, c'est Dorine qui parle et qui se rappelle, en fait, de ce malaise, de se sentir pas dans le bon corps, et donc de cette nécessité de changer de corps, de devenir une femme. Oui, on a fait une expérience assez intéressante. On l'avait présenté au début, pas sous forme de pièce, mais sous forme de lecture. Donc il y avait Diego et Alice qui lisaient le texte dans un lycée espagnol de Neuilly, devant une classe il y avait 2 classes, en fait 3 classes, je crois. Il y avait 2 classes de première, une classe de terminale. C'était assez intéressant. Ils avaient beaucoup de questions à poser justement là-dessus, parce qu'ils sont d'une génération où on parle de ça. On parle de ça, où c'est devenu un sujet, où ils ont eux-mêmes des amis qui sont en train de changer de genre, de sexe, ou qui sont non-binaires. C'est-à-dire le roman, c'est le lieu un peu de ce genre de transgenrisme. Tu vois, par exemple, la plupart de mes personnages de romans, curieusement, sont des femmes. Oui. Je me mets souvent à la place des femmes. Enfin, disons 2 fois sur 3. Oui, et j'ai du mal à comprendre exactement quel est pourquoi certains romans je les sens mieux dans un personnage de femme et vice versa. C'est une alchimie assez curieuse, assez mystérieuse en tout cas. Tu disais dans ta pièce, un transgenre était venu. Oui, on l'a présenté dans un festival littéraire dans un très très bel endroit au manoir du Cleuillou à côté de Quimper. Et il y a un transgenre qui est venu. Et donc c'est une dame en fait qui est connue localement, monsieur qui a changé de sexe à 60 ans, donc très très tard, qui est venu. Ah oui. T'es un peu sceptique et qui nous a dit mais je vous dirai à la fin si. Alors tu vas me dire son verdict, mais moi il m'est arrivé un peu la même chose. J'ai offert le roman à une accompagnante sexuelle. Oui. Et j'ai été très inquiet de sa réaction. Oui. Elle pouvait me dire, non, ton roman n'est pas très réaliste. Oui. Et elle me l'a rendu en disant, écoute, merci d'avoir écrit ça. Je suis très étonné que tu aies pu décrire tout ça. Et c'est le plus beau complément. Absolument, et c'est la force de la littérature. Et c'est la preuve, justement. C'est qu'on peut parler de choses qu'on. Et elle m'a demandé, mais auprès de qui tu t'es inspiré? J'ai dit, non, j'ai inventé. Et donc toi, alors son verdict. Dans notre cas, donc le verdict, on a présenté la pièce et à la fin il y avait une petite réception. Et donc Diane, pour ne pas la nommer, est venue et on a dit mais je m'attendais à voir quelque chose d'une pièce militante sur la question du changement de sexe, du changement de genre. Je ne sais plus quel est le terme qu'elle avait utilisé, enfin peu importe. Puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas ça du tout, puisque c'est vraiment cette transformation du point de vue de l'intime en fait. Et elle a commencé à nous parler de sa vie en fait. Ah ok.
Elle dit voilà, moi j'ai toujours senti ça, et je me suis toujours senti mal dans ce corps de garçon, puis d'adolescent, puis d'homme, etc. Alors c'est quelqu'un qui a eu des enfants, des petits-enfants, etc. Et puis qui s'est arrivé au point où la possibilité du suicide était considérée avec Sérieux? avec sérieux, et donc ses petits-enfants lui ont dit mais on préfère avoir une grand-mère vivante qu'un grand-père mort, donc vas-y. Ah oui, ses petits-enfants. Ses petits-enfants. Et donc on nous a dit non mais c'est exactement ça qu'on sent. C'est-à-dire le texte des acteurs, ce que disait l'État, il dit c'est exactement ça, c'est ce malaise perpétuel. Donc tu as été validé par le regard extérieur. De ne jamais être dans le bon corps. Par contre, le point commun qu'on a, c'est qu'on a écrit des textes qui ne sont pas militants. Pareil, j'ai pas voulu écrire un livre qui milite pour cette chose, juste écrire quelque chose qui existe. Et curieusement, parfois les gens attendent des textes militants plus que simplement réalistes. Ouais. Après, je pense que le problème souvent du texte militant, c'est qu'il y a l'idée vient avant la réalisation fictionnelle, et souvent c'est très lourd. C'est lourd. Mais c'est quelque chose qu'il faut sentir. Hein. Et je pense que le fait de ne pas être soi-même handicapé, ou de ne pas être soi-même une femme. Et alors parfois il y a des réactions curieuses du type mais qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Mais ce qui est dit dans le texte. Oui, j'ai voulu montrer quelque chose, pas dire. Les gens attendent parfois parce qu'ils une conclusion. Ils attendent un message. Ils lisent ça comme si c'était un document sociologique. Non, mais avec mon roman, on m'a tout de suite dit mais vous avez des handicapés dans votre vie, ou alors vous fréquentez des prostituées. Non, pas du tout. Non, vous fréquentez des transgenres. Non, c'est juste oui, c'est le pouvoir de la littérature, puis le pouvoir de l'observation aussi. Je pense que c'est, si on prend, c'est pas comparé à ça, mais Proust, je pense, n'a jamais visiblement été jaloux d'une femme. Certainement pas. Non, mais par contre, il a transposé. Il y a une analyse de la jalousie. Il a transposé. Qui est absolument extraordinaire. On n'a pas besoin d'être. Voilà. James pareil. Et donc c'est. Non, je pense que là. Il y a une erreur, effectivement, je crois, à croire qu'il faut absolument faire une expérience de quelque chose pour. C'est la tendance de l'époque. C'est une des tendances, oui. On écrit à partir de soi et de ce qu'on vit. Mais c'est un peu réducteur, je pense qu'on en sortira. Oui, alors est-ce que. Non, mais cette idée qu'on parle mal des choses qu'on n'a pas vécues, je pense que c'est ancien en fait. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période de pointe, hein, il y a un pic. Il y a un pic sur cette idée. Il y a un pic sur cette idée. Mais pour revenir, je pense à Proust comme ça, mais il y avait tout ce débat quand Proust a eu le prix Goncourt. Le grand débat, c'était est-ce qu'on va donner le prix Goncourt à quelqu'un qui parle de la guerre de 14 mais qui ne l'a pas vécu? Ah oui, la question se posait. La question se posait, et c'était le grand favori, c'était Dorgelès, parce que Dorgelès avait été au front, c'était vraiment l'homme de la situation. Il méritait d'en parler, puisqu'il. Voilà. C'est pas forcément. On n'est pas au même niveau. Oui. C'est pas que j'ai littérairement. Contre Dorgelès, voilà. Oui, on donne parfois des brevets de vécu presque. Exactement. Exactement. Alors, à ce propos, j'ai parfois eu des remarques. Enfin, quand on parle plus précisément du réel, par exemple, j'avais un roman qui s'appelait Suicide Girls. Il y a des lecteurs qui n'ont pas du tout cru à l'histoire, alors même qu'elle est vraie. Ah. Là, pour le coup, ça c'est. Donc c'est curieux quand on raconte quelque chose de vrai, les gens ne le croient pas, et quand on invente, bizarrement C'était celui qui était paru chez Léo Cher. Oui, voilà. Avec la couverture d'Irina. Voilà. Ionesco. Et celui-là, certains m'ont dit, on ne croit pas du tout en l'histoire. Et je leur répondais, je suis désolé, c'est vrai, elle est vraie. Bon, j'avais raté mon coup. Parce que elle est très extrême. Là, maintenant, je rentre dans une période où j'ai envie de faire des choses plus légères. Donc, je vais m'essayer à des choses un peu drôles. Bon. Donc, on va. Oui, après, Je rentre dans une peut-être 10 ans de nouvelle expérimentation un peu de genre, de style. Puisque parfois les thèmes un peu sensibles, un peu forts, provoquent pas toujours les réactions qu'on espère ou sont parfois mal comprises. Oui. Et toi, tu as écrit des choses assez drôles. Tu peux avoir une veine assez drôle. Oui, dans les nouvelles, il y en a qui sont dans une veine un peu absurde. Oui, ou même facétieuse. Oui. Un peu british. Oui, il y en a.
Il y en a une, notamment celle qui s'appelle Trouver dans une poche, comme ça, et qui avait été justement publiée dans la revue à laquelle tu collaborais, dans l'Arsenal. Oui, c'est l'histoire aussi d'une femme, enfin d'un homme en fait, qui est travesti en caissière décidément. Décidément, ouais. Et qui raconte comme ça sa vie de caissière, avec un côté un peu british comme ça. Alors parle-nous un peu du chat, comment il s'appelle? Le chat s'appelle Doucette, enfin. Doucette. C'est un très vieux chat. Ah oui. Il a quel âge? Elle a 20 ans. 20 ans. Elle est sympa, Doucette. Elle a 20 ans, elle est très sympa. Elle s'intéresse un peu à... Oui. C'est quoi son endroit préféré dans l'appartement? L'endroit préféré, c'est généralement sur nous. Quand on s'assoit, elle vient. Non, elle est très câline comme ça, elle est très en demande de caresses. Donc c'est une femelle qui sait qu'elle est femelle. Donc c'est une femelle qui pour l'instant n'a pas fait. N'a pas eu d'hésitation. Et alors j'avais une question sur ta pratique littéraire. Finalement, on a le point commun, ça fait quelques décennies maintenant qu'on écrit et qu'on publie. Quel bilan tu en tires? Tu vois, moi, j'ai publié mon 10e livre là, il y a 2 ans. J'ai l'impression d'avoir clos une sorte de période et j'en tire des choses positives et négatives. Non, je vais faire de bilan, non, Enfin, un bilan de mi-parcours, bien sûr. Oui. Après, je vois comme quelque chose qui est plutôt répétitif qu'évolutif. J'ai un peu l'impression de... pas de répéter la même chose, j'espère que non. Mais non, disons, il y a des thèmes de prédilection, il y a des choses qui se retrouvent d'un livre à l'autre. Donc, j'ai pas l'impression de passer une étape quand j'écris un livre, en fait, quand je le finis ou quand je le publie. Oui, tu es dans l'élément littéraire depuis. Oui, j'ai pas l'impression que ça évolue au sens où une fois que j'ai fini un livre, je passe à autre chose. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est toujours la même chose, en fait. Oui, bon, comme chaque artiste a ses marottes. Ah oui, alors tu vois, là je tente une rupture. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Sur le comics, il faut essayer, Mais en même temps, c'est vrai qu'on ne change pas. Là, j'ai l'impression d'écrire des choses nouvelles, mais quand je repense à des très vieilles choses, on ne fait parfois que réexplorer d'anciennes veines qu'on avait oubliées. Mais... Non, puis souvent, moi, après, il y a des choses très anciennes comme ça, je les écris, je les laisse, et puis 10 ans plus tard, je les ressors. Ah, vraiment? Oui. Sur les nouvelles, il y a des nouvelles en fait que j'ai publiées. Dans les nouvelles que j'ai publiées dans le dernier livre, par exemple, dans Les Beaux Jours, qui est un texte en partie autobiographique et en partie recueil que j'aime beaucoup par le fait de nouvelles. Que tu incrustes des images, des dessins. Oui, il y a des dessins dans la partie autobiographique. En fait, c'est ton livre le plus composite. Des nouvelles, des récits, des souvenirs. Oui, c'est en 2 parties. Il y a une partie qui s'appelle donc Les Beaux Jours, qui est autobiographique, et puis il y a une partie où il y a c'est un recueil de nouvelles, en fait, il y a 7 nouvelles. Et dans ces nouvelles-là, il y a des choses très très anciennes que j'avais écrites il y a peut-être... donc ça mélange les genres et les 20 temps d'écriture. 20 ans, et puis je les laisse tomber parce que je ne suis pas satisfait, puis je le reprends. Et donc souvent, il y a des choses que je commence comme ça, puis je les laisse parce que, je sais pas, j'arrive à une impasse et je me dis, bon, je le laisse, puis je le reprends parfois 10 ans plus tard. Donc en ce sens-là, je n'ai pas tellement l'impression de progresser. Il n'y a pas de texte dont tu aies honte? Tu te dis, tiens, j'aurais pas dû Si j'ai vraiment honte, je ne les publie pas. Parfois on commet des erreurs. Je les fais glisser dans la corbeille. Non, mais je sens assez vite si ça... Je sens assez vite si... Alors tu vois, une chose curieuse, mon plus mauvais roman, celui que j'assume pas parce que je le trouve mauvais, c'est le seul qui se sera tiré tous les éditeurs, le tout premier que j'ai publié chez Flammarion. Oui. Celui-là, tous les éditeurs... Azim à la rouge, c'est celui-là. Pour moi, il n'était pas bon, mais bizarrement, tous les éditeurs l'ont voulu. C'est quand même curieux. Alors que d'autres que j'estime bien meilleurs, j'ai eu du mal à les publier. Donc il y a quand même des mystères éditoriaux. Oui, mais parce que je pense que le thème avait... Oui, le thème avait dû faire mouche. C'est ça. Oui. Et ce qui est curieux, c'est que les éditeurs ne le voulaient pas pour les mêmes raisons. Juliette, c'était plutôt pour des raisons féministes. Oui. D'autres parce qu'il se passait en banlieue. Oui. Je me rends compte qu'en fait, chaque éditeur projette sur ton texte ce qu'il veut bien y lire. Oui, mais il y a les 2 éléments.
il y a l'élément, le fait que le personnage principal est une femme, le fait que ça se passe dans une banlieue. Donc les deux éléments sont liés quand même. En fait, il y avait deux thèmes de très de saillants, société très saillants, contemporains, qui fait qu'un d'autres éditeur n'en ont pas voulu justement pour cette raison-là. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le livre lui-même. C'est le fait que ça prend un sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Alors le problème, c'est quand tu as un sujet fort, tu écris un roman sujet, mais quand tu n'as pas de sujet, on te le reproche aussi. De quoi parle votre livre exactement? Il faut un pitch, il faut être capable de le pitcher. Alors il faut, comme disait Flaubert, l'idéal c'est d'écrire un livre qui n'a pas de sujet. Oui, un livre sur rien, mais là, l'époque n'est plus au livre sur rien. Oui, puis après effectivement... Toi, tu as essayé d'écrire des livres sur rien parfois? Non, en fait, je pars pas avec une idée. En général, je me dis pas, tiens, je vais écrire un livre sur tel sujet. En fait, généralement, j'ai une phrase qui vient comme ça, et puis je construis autour de la phrase qui me vient, et puis bon, ça devient une nouvelle, ça devient un roman. Enfin, je sais assez vite si ça va être une nouvelle très courte, ou disons de 10 ou 15 pages, ou bien quelque chose de plus complexe et de plus long, mais je travaille pas avec j'ai pas une idée, disons, c'est pas une idée qui me... Oui, je comprends. J'ai pas une idée qui m'intéresse et je me dis que comment est-ce que je ne fonctionne pas du tout, je pourrais pas du tout fonctionner comme ça. C'est des ressentis, oui, par exemple, pour En haut des marches, c'était vraiment une espèce de ressenti comme ça, du malaise, une espèce de personne comme ça qui doit avoir absolument cette transformation de son corps pour pouvoir vivre d'une manière harmonieuse, plus ou moins. On ne sait pas d'ailleurs si c'est réussi à la fin, puisque quand c'est Dorine qui parle, on ne sait pas grand-chose sur sa vie présente. Le mystère plane. Le mystère reste entier d'une certaine manière. Mais je travaille plutôt, avec des images comme ça, et d'où d'ailleurs dans Les Beaux Jours, donc dans le dernier texte qui a été publié chez Heliopol, dans la partie autobiographique, il y a des dessins, parce que je dessine beaucoup souvent, j'ai une idée comme ça, je dessine, et puis parfois ça me donne une piste. T'as jamais voulu d'ailleurs creuser cette voie du dessin non, plus? Non, parce que je dessine pas. C'est pas. Mais disons. Puis après, au bout d'un moment, quand on écrit, enfin bon, c'est la même chose pour toi, j'imagine. C'est quand on écrit, au bout d'un moment, le texte a sa propre dynamique. Oui. Une fois qu'on a fait un choix, il y a un certain nombre de pistes qui sont bloquées. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire, pas seulement pour des questions de cohérence interne de l'histoire, mais il y a des choses qui stylistiquement ne vont pas. C'est comme un organisme, exactement. Il a une vie, une cohérence. C'est une vie propre, c'est sa propre cohérence, absolument. Et donc il y a des choses qu'on ne peut plus dire, ou qu'on ne peut plus dire d'une certaine manière, ou des choses plus on avance, plus ça se clôt. Et puis ça se clôt, bien, plus ça se resserre. L'appartement, toi tu écris ici ou Moi j'écris ici, okay. Ouais. Oui, alors quand j'étais parisien, moi je passais ma vie dans les cafés. Oui. Ah non, moi je peux pas. Il faut vraiment que je sois fermé. Ah oui, mais dans les cafés, moi justement, je suis piégé sur ma chaise. Je suis obligé de travailler, alors que chez moi, il y a plus de distractions. Non, chez moi, je peux pas. Non, je pourrais pas travailler dans un lieu. Ah oui, tu as ça. J'avais un budget café très important. Très important. Quand j'étais parisien, c'est bien plus que le budget métro. Non, moi je pourrais pas. Il faut vraiment que je sois dans un univers clos et sans bruit, sans. Oui, ça je comprends. Je suis revenu des États-Unis, c'est ça, en fin des années 80, et j'habite ici depuis. Tu n'as jamais voulu repartir? J'y vais souvent parce que j'ai des amis. Non, mais je veux dire quitter la France pour... Non, je suis resté quand même 5 ans, enfin 6 ans en fait en tout. Donc au bout d'un moment, c'est long, donc est-ce que je restais plus ou pas? Puis j'avais pas, disons, envie de vivre aux États-Unis. Après, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je suis allé, j'ai beaucoup d'amis. Là, je devais y aller, mais j'ai l'élection de Trump un peu. Bonsoir. Bonjour. Un peu. Martine, enchantée. L'élection de Trump m'a un peu refroidi. Ah oui. Voilà. Oui, ça change un peu la. Ça change un peu la donne. Je pense que ça a vraiment créé une fracture aux États-Unis. Je pense, avec des amis, Ah oui. Oui, des gens à l'intérieur des familles, des cercles d'amis, des gens qui... Mais je trouve qu'en France aussi,
Maintenant, quand on parle politique, ça peut créer des fractures au sein des familles. Je ne ressentais pas ça il y a 20 ans. Et je pense que ça va se durcir. Bon. Donc les temps prochains sont durs, ça va nous inspirer des beaux sujets de romans. Voilà. Écoute, oui. J'espère. Bon, écoute, Fabrice. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli ici. Je suis ravi ravi qu'on ait pu échanger un petit peu. Et puis, j'ai hâte de lire ton prochain. Tu me diras quand il sort. Je te dis. Tu le recevras. À bientôt, Fabrice. À bientôt.